À la fin de l'année 2024, le service patrimoine culturel du département de l'Isère a souhaité réaliser un podcast en lien avec l'exposition accessible à toutes et à tous gratuitement aux archives départementales de l'Isère du 19 septembre 2025 au 28 mars 2026. Cette exposition fait suite au travail d'inventaire de Sophie Luchier sur les villes industrielles de l'Isère. Je m'appelle Émilie Vadel, je suis réalisatrice de documentaires sonores et pendant plusieurs mois, j'ai suivi Sophie sur le terrain, aux archives ou encore en interview pour mieux comprendre le sujet et vous embarquer dans une enquête sensible. Dans Métamorphoses urbaines, vous allez découvrir l'envers du décor et manipuler le papier et les cartes, plonger dans l'intimité des ouvriers du Grésivaudan. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Une très belle aquarelle, donc une vue de cette ville industrielle. C'est particulièrement intéressant. L'enquête, des fois, peut aboutir vite, comme être des fois très longue et prendre beaucoup de temps. La loi Cornudet, on peut aussi la considérer comme un point d'ancrage qui met en perspective un siècle d'urbanisme. Je pense que c'est un véritable confort, c'est-à-dire qu'il construit en effet pour le bien-être de ses ouvriers. L'urbanisme, c'est la vie. Métamorphoses urbaines, une enquête sonore au cœur des villes industrielles de l'Isère. Vous écoutez Métamorphoses urbaines, épisode 1. Enquête, crayon de papier et balade de terrain. Avril 2025. Notre enquête commence aux archives départementales de l'Isère. Je retrouve Sophie devant le grand bâtiment sur pilotis sur le campus de Saint-Martin-d'Hères. Bonjour Sophie. Bonjour Émilie. Je suis ravie de te rencontrer. Alors on est devant ce joli bâtiment des archives. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Je suis Sophie Luchier. Je suis en charge d'inventaire au sein du service du patrimoine culturel au département de l'Isère. Qu'est-ce que c'est qu'un inventaire ? C'est une liste qui est établie à l'issue d'un travail qui mêle le travail de terrain, d'observation de l'architecture in situ, c'est-à-dire dans les lieux que nous avons choisi d'étudier, croisé avec des sources d'archives qui renseignent sur ces architectures que nous avons décidé d'observer. Toi, tu travailles sur quel sujet en ce moment ? Depuis que je suis arrivée au sein du service du patrimoine culturel, on m'a demandé de travailler sur l'architecture industrielle. Donc il y avait l'idée d'un nouvel inventaire et donc je me suis rendu compte qu'il y a comme une désindustrialisation qui a lieu depuis assez longtemps, partout en France et particulièrement en Isère, et que cette désindustrialisation a généré la transformation ou la destruction d'un certain nombre d'usines dans les villes. Ce n'est pas uniquement identifier les usines dans les communes, mais c'est essayer de comprendre comment le paysage urbain s'est modifié avec l'arrivée de l'industrie. J'ai regardé beaucoup de cartes, notamment les cartes d'état-major, qui sont les premières cartes en fait, établies sur le département vers 1850, de voir l'évolution jusqu'en 1950, les cartes hygiène, et c'est comme ça que j'ai choisi un certain nombre de villes. Et ensuite, j'ai donc découvert en effet une carte qui s'appelle le département de l'Isère, industriel, agricole et pittoresque. Pour en apprendre plus sur le sujet des villes industrielles, entrons donc dans les archives départementales. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Alexandre Fabre à 10h. Oui, Alexandre, ton rendez-vous vient d'arriver. Merci. Il arrive. C'est un beau bâtiment, hein, dis donc. C'est ce qu'on appelle la rue. Donc les magasins, les réserves des archives sont là sur les étages. Ah bah voilà Alexandre. C'est la version. Alexandre est chargé des archives iconographiques audiovisuelles et de la conservation préventive aux archives départementales de l'Isère. C'est un poste très varié. Pour tout ce qui est les fonds iconographiques et audiovisuels, donc j'assure la collecte et le classement de ces archives privées. Je peux avoir des tirages photos, des cartes postales, des plaques de verre, des diapositives, des gravures. Idem pour l'audiovisuel où j'ai des bobines de films, j'ai des bandes son magnétiques, j'ai des bandes vidéo. Donc c'est très très varié. La plupart des supports iconographiques audiovisuels, on n'a plus trop de matériel pour les lire. Donc ça pose problème
pour les lire et pour les conserver. Et donc ça, c'est le lien avec la conservation préventive, c'est que voilà, je suis censé assurer la conservation donc de ces fonds icono et audiovisuels, mais aussi de l'intégralité des fonds conservés aux archives départementales de l'Isère. C'est pas toujours simple quand on ne connaît pas le milieu des archives. Il faut arriver à rentrer dans notre mode de fonctionnement. La plupart des gens pensent que l'on est un peu comme Google. C'est qu'on a des moteurs de recherche, on tape le thème et hop, ça va tout nous sortir, on a toutes les références et non, ce n'est pas le cas. On n'est pas à ce niveau-là. L'enquête, des fois, peut aboutir vite, comme être des fois très longue et prendre beaucoup de temps. Nous, aux archives, on réfléchit par producteur. Quand quelqu'un vient faire une recherche, notamment sur les villes industrielles, pour le guider, il va falloir réfléchir quelle administration a pu produire des documents sur ce thème-là. Quelle administration a pu faire un dossier pour le suivi de cette entreprise si l'entreprise, notamment dans le domaine industriel, pouvait produire des matières dangereuses. Et par exemple, la préfecture avait des dossiers pour surveiller ces entreprises-là, donc on peut retrouver des documents. Donc, nous voici dans la salle des inventaires, qui se compose d'une multitude de classeurs qui contiennent les instruments de recherche. Et c'est avec ces instruments de recherche qu'on va trouver les références des documents qui vont pouvoir nous aider pour obtenir les infos que l'on veut pour notre recherche. Là, on est devant un meuble avec des tiroirs, avec des toutes petites fiches, papier. On dirait un semainier beaucoup plus élaboré. On le garde aussi d'un point de vue esthétique, voilà. Dans les archives, on aime bien les vieilles choses. Bah oui. Donc là, l'idée, c'est que tu cherches quoi ? Donc je cherche ce qui s'appelle la clé de lecture, puisque sur la carte de musique, sur le coin inférieur gauche de la carte, il est marqué « Cette carte ne peut être lue sans la clé de lecture ». En ligne, je n'ai pas trouvé la clé de lecture, donc j'espère que les archives départementales conservent cette clé de lecture. Suspense. Musique. Donc là, on a une vieille fiche cartonnée, rose, à la machine à écrire. Donc on va consulter le petit ouvrage qui s'appelle « Le département de l'Isère, industriel, agricole et pittoresque », imprimé à Voiron en 1897 et qui contient 216 pages. Le bruit qu'on vient d'entendre, c'est quelqu'un qui a demandé une cote. Du coup, il y a une fiche qui sort. Et c'est ça qui va servir au magasinier pour aller chercher le document. Et voilà. Donc la cote in octavo 1827. Alors, la première page, le département de l'Isère, industriel, agricole et pittoresque, par J. Musy, maître adjoint à l'École nationale professionnelle de Voiron, clé de la carte, industrielle, agricole et pittoresque de l'Isère, du même auteur. Ma carte industrielle, agricole et pittoresque de l'Isère est destinée à faire connaître les nombreuses et importantes industries, les productions agricoles et les beautés naturelles du département. Ça, c'est l'aspect pittoresque. Donc c'est assez étonnant, je trouve, de voir l'association de la partie industrielle, agricole. Donc déjà l'agriculture aussi, on est dans une phase de mécanisation de l'agriculture. Donc je pense que c'est aussi pour cette raison-là qu'il y a cette carte industrielle et agricole. On voit qu'il y a des usines qui fabriquent le matériel agricole. Et le côté pittoresque, on pourrait imaginer qu'il y a déjà l'aspect un peu tourisme associé à la partie industrielle. Donc l'auteur dit ensuite, la carte est dressée à l'échelle du 120 millième. Il s'est appliqué à rendre cette carte aussi nette, aussi claire et aussi complète que possible. J'en ai fait une carte parlante par un système de signes conventionnels bien approprié aux choses qu'il représente. Je pense qu'il a procédé un peu comme faisaient les intendants sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire que ces intendants lançaient des enquêtes. Donc ils envoyaient des questionnaires aux maires des communes pour savoir quelles étaient les industries existantes sur les communes et savoir le nombre d'ouvriers qu'il y avait, combien ils étaient payés, etc. Donc M. Musy procède un peu de la même façon. Il a envoyé des questionnaires aux industriels ou aux communes. Il a eu des contacts aussi assez directs avec les industriels, donc partie industrielle. Et il y a une approche géographique, c'est-à-dire qu'on peut
rechercher par territoire. Voilà, arrondissement de Grenoble. Ça fait vraiment un lien très fort avec la carte. Les usines sont numérotées. Donc ici, on a un répertoire avec les numéros par centaines regroupés. C'est très complémentaire d'avoir la carte qui n'est pas conservée aux archives départementales. Ça m'évite de devoir me déplacer à la Bibliothèque nationale de France à Paris pour la consulter. Nous avons, par exemple, des fabriques de bigoudis. Il y avait en 1897 une fabrique de bigoudis à Saint-Laurent-du-Pont et aux Échelles en Savoie. Notre matinée de dépouillement aux archives a été extrêmement fructueuse. Sophie a trouvé beaucoup de documents susceptibles de faire avancer sa recherche. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on cherche des jours sans rien trouver. Alors avant de partir vers d'autres aventures, elle a tenu à me montrer ce qu'elle pense être un petit trésor issu d'un fonds privé, celui de la famille d'un architecte grenoblois. Donc là, c'est la première pochette qu'on ouvre pour le fonds Abiyou. Tout à fait. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, parce que c'est un dépôt qui a été fait il y a déjà quelques années aux archives départementales. Donc c'est la famille Rabiot qui, dans un premier temps, a cédé quelques éléments au musée dauphinois, qui a considéré que ces documents avaient plus leur place aux archives départementales pour des raisons de conservation. Mais c'est un fonds qui n'est pas encore classé. Et donc Alexandre Fabre m'accompagne aujourd'hui pour l'ouverture de ce fonds qui habituellement n'est pas ouvert à la consultation. Je connais un petit peu le travail d'Émile Rabiot, donc qui est un architecte et un dessinateur. Voilà, il y a des choses qui ont déjà été reproduites, qu'on a vues dans des revues anciennes ou au musée dauphinois. Donc je m'attends en effet à des beaux dessins, mais je ne sais pas quel est le contenu de ce fonds. Et alors ici, dans cette pochette, une très belle aquarelle. Je sais pas, ça fait 15 cm sur 10. Donc une vue de cette ville industrielle, signée Émile Rabiot, et qui semble être datée du 14 juillet 1903. J'essaye d'identifier le point de vue. On pourrait dire qu'on est sur les hauteurs de Fontaine et qu'on regarde la ville de Grenoble. Donc on voit au premier plan à gauche une usine avec une cheminée. Derrière quelques maisons qui doivent être la petite ville industrielle de Fontaine. Et ensuite on voit le Drac, cette partie blanche ici. Et derrière, l'usine Bouchaillé-Vialet, avec les Saint-Bruno. Beaucoup de maisons avec des toitures en tuiles rouges. La rivière de l'Isère ici. Quelques éléments, peut-être que la chambre de commerce ici, à laquelle il a collaboré pour la construction. Quelques cheminées, mais voilà, c'est une aquarelle, mais c'est particulièrement intéressant. Métamorphose urbaine, épisode 1, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors évidemment, dans ce podcast, dont l'enregistrement a duré 2h30, on a gardé ce qui nous semblait le plus intéressant à vous faire entendre, mais on a aussi dépouillé beaucoup de papier, beaucoup de dessins, beaucoup d'aquarelles qui n'allaient pas servir à Sophie. Mais sachez que le dépouillement, en fait, aux archives se fait sur un temps assez long et pas en 15 minutes pour trouver des choses intéressantes. C'est très important de comprendre ça dans le cadre d'une recherche comme le fait Sophie. Dans le deuxième épisode de cette série documentaire, nous allons faire un bond dans le temps, direction les années 20. Parce que pour faire tourner les industries, il faut des ouvriers et il faut bien que ces derniers vivent dans des conditions décentes. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver l'épisode 2 de ce podcast intitulé « La pensée planificatrice de la ville » sur toutes les plateformes. Vous aimez ce podcast ? Dites-le nous avec des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts, Spotify ou encore YouTube. Et mieux, partagez-le à une personne de votre entourage que cela pourrait intéresser.